on vous maintient en vie artificiellement parce que sinon vos organes ne sont pas viables. On a les attentats de Nice, les gens ont été ramassés et ils ne sont pas morts tout de suite. Ils ont été emmenés à l'hôpital, on les a maintenus artificiellement dans le coma et on a récupéré leurs organes et ensuite on a antidaté leur mort. Donc ils sont morts à l'hôpital. Et entre deux, eh bien, on leur a piqué leurs organes. Enfin, c'est complètement fou. Ça se passe chez nous, hein, ça se passe en France, mais ça se passe aussi un petit peu partout dans le monde. Le trafic d'organes, c'est quand même un truc de fou. Elle a été euthanasiée, endormie, mise dans le coma le 26 mars 2026, dans les environs de 18h, 18h30. Une procédure qui a, semble-t-il, duré 15 minutes. Et potentiellement, elle est encore dans le coma, encore maintenue artificiellement en vie, en attente d'être dépouillée de ses derniers organes. C'est glauque. Cette fille n'aurait pas dû être dans un hôpital en train d'attendre d'être dépouillée. Enfin, je me répète, mais... ça pourrait être l'un de vos enfants, voilà. Ça pourrait être une sœur, ça pourrait être vous, ça pourrait être n'importe qui. À partir du moment où tu acceptes ça, ça peut être n'importe qui. Si vous fouillez un petit peu l'information sur X, je pense que vous avez tous entendu parler de l'histoire de Noelia Castillo Ramos, 25 ans, lorsqu'elle a été euthanasiée par son état à cause de sa dépression. Une dépression qui n'est pas venue comme ça. Elle a été arrachée à ses parents, elle a été placée dans un foyer, elle a été violée par une bande de migrants. Elle a essayé de donner fin à ses jours en sautant du 5e étage, elle s'est ratée, elle a fini tétraplégique, et ça encore c'est une information qui reste à vérifier, parce que plusieurs vidéos ont fuité où on la voit se déplacer avec des béquilles certes, mais on la voit se déplacer. Normalement paraplégie, tu ne peux même pas bouger les jambes. Là, elle arrive à bouger les jambes, elle arrive à marcher, et elle se déplace, elle monte même des escaliers. Donc était-elle réellement paraplégique ? Ça reste encore à déterminer, mais j'ai un doute. Elle avait de la douleur, forcément, douleur mentale, physique, les souvenirs, etc. Enfin, je veux dire, c'était une étape très traumatisante de sa vie. Déjà, se faire violer en bande organisée, mais aussi sauter du 5e étage, se rater et vivre ensuite avec toutes les complications qui vont derrière. C'est-à-dire succession de chocs, l'état mental dans lequel tu te trouves, je pense qu'il est quand même assez critique. Et l'État lui a proposé, enfin l'État qui a fait la législation et le médecin qui lui a proposé cette euthanasie, l'a euthanasié. Pourquoi ? Eh bien pour prendre ses organes. Et la justice a empêché sa famille d'interrompre la procédure d'euthanasie. Euthanasie qui, de mon point de vue, n'était pas nécessaire. Cette jeune femme, elle avait encore de beaux jours devant elle, elle n'avait que 25 ans. Je veux dire, tu ne te fais pas euthanasier à 25 ans. Elle avait certes des douleurs physiques et mentales, mais elle avait besoin d'un accompagnement et pas d'une aide à mourir dans la dignité. Et encore, même là, hein, dans la dignité, on pourrait en reparler, puisque ce qui fuite juste après, c'est qu'en fait, ses organes étaient véritablement réservés. On va le voir dans cette vidéo, ses organes étaient réservés, et donc la justice n'a pas interrompu cette procédure pour pouvoir prélever les organes et les transplanter aux patients qui attendaient. C'est quand même de la folie. On va voir ça ensemble, mais moi ça me dépasse. Ça me dépasse de voir en fait dans quel monde on est en train de dériver. On assassine des jeunes filles en bonne santé, certes, avec des handicaps, etc., mais en bonne santé quand même, pour récupérer leurs organes, parce que ça rapporte du fric. Vous allez voir, ça rapporte des millions d'euros, ou de dollars, hein, ça dépend de la devise que vous utilisez, mais globalement ça rapporte énormément d'argent, bien plus que lorsqu'on fait du trafic sur marché noir. Pour petite information, sur le marché noir, un corps humain, ça va se monnayer entre 250 000 et 600 000 euros. Donc ça, j'avais fait des simulations sur ChatGPT pour bien vérifier ce que je suis en train de vous affirmer. Donc c'est bien les tarots qu'on a eus. C'est des informations que j'avais déjà eues en amont. Je vous en ai déjà parlé, mais j'ai préféré vérifier quand même. Mais bon, vraiment fourchette haute, 600 000 dollars. Ça tourne plus dans les 250, 300 000 dollars. Ce qui est quand même déjà pas mal. D'accord, on va pas se mentir. Ton corps vaut minimum 250 000 à 300 000 dollars sur un marché noir. Par contre, dès que tu vas sur le marché légal, dès que tu as de la facturation, tu dépasses largement le million, voire le 1,5 million dans certains états. Et dans d'autres, tu peux littéralement aller jusqu'à 8 millions. C'est ce que j'ai vu passer. Donc c'est complètement fou, c'est une usine Afrique. Donc votre corps est une usine Afrique. Et on le voit sur le graphique que je vous affiche sur l'écran. Donc on va déjà lire l'intitulé de la personne qui le partage. Vous allez voir que le graphique est assez éloquent. Il y a une augmentation des transplantations d'organes, des dons d'organes. Et donc les organes, ils sortent pas de nulle part. Si d'un côté, il y a une augmentation des transplantations d'organes, ça veut dire que de l'autre côté, il y a une augmentation des donneurs d'organes. Est-ce qu'on ne serait pas en train d'industrialiser une usine de mort, mais surtout une usine d'organes ? Ça ne sera plus un trafic d'organes en sous-marin, en mode voilà, en underground, mais vraiment un truc qui sera
légalisé, automatisé dans les hôpitaux même. C'est-à-dire que tu vas aller là-bas, t'es en bonne santé, t'as juste un truc, tu vois, que tu peux faire soigner assez facilement, mais on va te proposer, est-ce que vous voulez qu'on vous soigne? Hein, ça va être dur psychologiquement, physiquement, vous allez souffrir pendant quelques mois, ou est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne vers la mort, avec dignité évidemment? Est-ce que vous êtes donneur d'organes? Oui, alors c'est parfait, vous correspondez bien au profil. Tu vois, c'est inquiétant, voilà, ça m'inquiète moi, ça m'inquiète beaucoup même. Donc, on va commencer avec un post de Avner Solal. Euthanasie, point d'interrogation. En 20 ans, le nombre de greffes d'organes a presque doublé en Europe. Je ne dis pas que c'est mal, je dis que soit les gens sont spontanément devenus 2 fois plus donneurs d'organes, soit on a su fabriquer 2 fois plus de donneurs d'organes. Autrement, hashtag Noélia. Alors ça, globalement, c'est ce que j'expliquais à l'un de mes abonnés dans l'espace des commentaires sur la précédente vidéo où je parlais de Noélia. Pour moi, on est en train de créer une société qui banalise le transfert d'organes, le don d'organes, le trafic d'organes, et qui est en train de l'industrialiser à échelle mondiale. Et petit à petit, on voit les pays qui sont en train de glisser les uns après les autres dans cette pratique. Pourquoi? Parce que ça rapporte énormément d'argent. Donc tu as tout notre environnement qui nous rend malade, hein. On a les ARN messagers, alors ça depuis que c'est parti, explosion de toutes les maladies, c'est incroyable. On a notre environnement proche, tout ce qui est nourriture, tout ce qu'on respire, les polluants, voilà, les perturbateurs endocriniens, etc. Enfin bref, tout un panel de facteurs qui nous rendent malades. Et quand on va à l'hôpital, on a 2 types de malades. On a les mêmes maladies, mais on n'a pas le même profil. D'un côté, tu as les donneurs d'organes, et de l'autre, tu as les non-donneurs d'organes. Donc ceux qui vont être soignés sont ceux qui ne sont pas donneurs d'organes, et ceux qui sont donneurs d'organes vont se voir proposer l'euthanasie. Alors c'est pas obligatoire, hein. C'est vraiment au choix du patient. Mais avec un petit peu de psychologie, travaillant sur des gens qui sont un peu faibles mentalement, en leur racontant peut-être des choses qui vont les faire glisser vers l'euthanasie, vers la mort dans la dignité, eh bien, il y a une petite portion de ces gens-là qui vont y passer et qui vont devoir transférer leurs organes vers ceux qui sont non-donneurs. Donc on va littéralement dépouiller Paul pour rhabiller Jacques, alors qu'il suffirait d'arrêter de nous rendre malades. Mais nous rendre malades, ça rapporte vraiment beaucoup d'argent. Et le trafic d'organes encore plus. Donc vous avez 2 profils, c'est ce que je suis en train de vous expliquer. Les donneurs d'organes et les non-donneurs d'organes. Si vous faites partie des donneurs d'organes, vous avez statistiquement du coup plus de chances, de mon point de vue, évidemment, de mourir à l'hôpital parce que vous avez une valeur qui est bien plus élevée que le patient qui, lui, n'est pas donneur. Parce que vos organes, comme je vous l'ai dit, peuvent rapporter à la société, donc à l'hôpital qui va transplanter vos organes, énormément plus d'argent que s'il vous soignait. Et comme c'est l'argent qui domine un petit peu le monde et les décisions des gens, hein, puisque les gens sont très avares, ils veulent de l'argent, eh bien je vous conseillerais personnellement de ne pas être donneur d'organes. Et d'ailleurs, sur les réseaux, on voit énormément de personnes qui refusent d'être donneurs d'organes. Et ils sont en train de se déclarer en masse non donneurs d'organes parce que notre société fait peur. On n'a plus confiance du tout en ces institutions qui disent vouloir notre santé, alors qu'en fait, nous ne sommes que des numéros, des patients, des clients. Voilà, on est des clients et on rapporte de l'argent. Première chose qu'on te demande en France, c'est la carte de la sécurité sociale, évidemment. Il faut pouvoir ponctionner l'argent public. Et ça fait peur. Bref, regardons un petit peu ce tableau. Donc, le tableau qu'on a sous les yeux, c'est un tableau des transplantations sur une vingtaine d'années. En 2004, on tournait aux alentours de 24 000 transplantations annuelles. Et en 2024, nous sommes plus aux alentours de 44 000. On le voit ici, 44 021 transplantations. C'est un record historique en Europe. Progression de 83% malgré la parenthèse du Covid. Ah oui, la parenthèse du Covid, on l'a vu dans la précédente vidéo. Vague de Rivotril, évidemment, on s'embêtait pas. Tout le monde était mort du Covid, hein, même ceux qui n'avaient pas le droit aux transplantations d'organes, parce qu'évidemment, les hôpitaux étaient un petit peu engorgés. Non pas qu'il y avait du monde dans les hôpitaux, hein, c'est juste qu'il y avait des hôpitaux qui avaient le droit de fonctionner et d'autres qui n'avaient pas le droit de recevoir de clients, hein, de patients. Donc il y a des gens qui mouraient, voilà, tout simplement parce qu'on ne s'est pas occupé d'eux. Et on a une liste d'attente de 94 644 personnes, patients, qui attendent une transplantation d'organes en 2024. Donc on voit que malgré l'augmentation, qui est quand même assez fulgurante, de 83% en 20 ans de transplantation d'organes, on a encore besoin de bien plus d'organes. Là, il nous manque 94 644 organes, ou patients. Peut-être qu'il y a un patient qui va avoir besoin de 2 ou 3 organes, j'en sais rien. En tout cas, il y a besoin de transplantation, donc il y a besoin de dons d'organes. Et là c'est magnifique, l'euthanasie, c'est vraiment cool, parce que, vous allez le voir, on endort les gens,
On ne les euthanasie pas tout de suite, on les endort, on les plonge dans le coma, et ensuite on les dépouille de leurs organes. Donc pendant que vous êtes encore vivant, vous êtes endormi, vous ne ressentez plus rien, je pense, j'espère en tout cas, eh bien on vous maintient en vie artificiellement et on vous dépouille progressivement de vos organes, en vous maintenant artificiellement en vie. Donc on vous prend un rein, le cœur, et tout en fait, tout ce qui est possible. On va le voir, il y a aussi une liste très complète de tout ce qu'on peut vous prendre avec la valeur de chaque organe, de chaque tissu. Je crois qu'il y a la cornée, des trucs comme ça, enfin c'est assez fou. Et donc vous êtes littéralement devenu voilà, un sac d'os ambulant avec des organes qui rapportent de l'argent, qui attendent d'être transférés. Et tant que vous avez encore de la valeur, vous serez maintenu en vie jusqu'à ce que plus rien ne soit utilisable chez vous. C'est quand même fou. Là, vous allez me dire, mais pourquoi tu me racontes ça? C'est dégueulasse. Eh bien, Aldostérone a repartagé un article. Et vous allez voir que c'est très intéressant. Un homme mort, entre grosses guillemets, puisque normalement, quand tu es euthanasié, tu es mort. Bah non. Un homme mort ouvre les yeux lors d'un prélèvement d'organes. On ne prélève pas d'organes sur un cadavre, mais sur des vivants. Sur un cadavre, les organes sont déjà foutus. Donc on est obligé de vous maintenir artificiellement en vie. C'est ce que je vous ai dit dans la précédente vidéo. Allez vous renseigner sur l'affaire Kabyle. Magazine Nexus en parle très bien. GPTV a invité plusieurs fois l'avocat et Monsieur Kabyle pour témoigner de cette histoire complètement glauque de trafic d'organes. Et effectivement, on vous maintient en vie artificiellement parce que sinon vos organes ne sont pas viables. On a les attentats de Nice. Les gens ont été ramassés et ils ne sont pas morts tout de suite. Ils ont été emmenés à l'hôpital, on les a maintenus artificiellement dans le coma et on a récupéré leurs organes et ensuite on a antidaté leur mort. Donc ils sont morts à l'hôpital. Et entre deux, eh bien, on leur a piqué leurs organes. Enfin, c'est complètement fou. Ça se passe chez nous, ça se passe en France, mais ça se passe aussi un petit peu partout dans le monde. Le trafic d'organes, c'est quand même un truc de fou. Même pendant la préparation au prélèvement d'organes à l'extérieur du bloc opératoire, ses narines se sont dilatées, elle pouvait respirer sans assistance respiratoire. Elle bougeait aussi les lèvres et la langue. Mais ce n'est que lorsque Burns est entré dans le bloc opératoire et a ouvert la bouche que les symptômes ont commencé à apparaître. Donc, on voit bien qu'elle n'était pas décédée, elle était juste maintenue en sommeil artificiel. Sinon, tu ne peux pas avoir les narines qui se dilatent, la langue et la bouche qui s'ouvrent et qui... tu ne peux pas non plus respirer, etc. T'es mort, t'es mort, point. Donc tu es bien maintenu artificiellement en vie. Et donc là, on a un extrait d'article qui a été partagé avec ce post. Je vais vous le traduire, vous allez voir, c'est assez sympa. Des erreurs médicales ont conduit à ce qu'un patient décédé ouvre les yeux lors d'un prélèvement d'organes. Des erreurs médicales, c'est quoi? Tu l'as pas bien tué? Tu as fait quoi? Tu as pas mis une dose assez forte de produit pour le maintenir dans le coma? C'est quoi l'erreur médicale? Il n'est pas censé être mort, il n'est pas censé être euthanasié? Bah non, puisque c'est un donneur d'organes. Donc tant qu'il n'a pas donné ses organes, il n'est pas euthanasié. Un hôpital de Syracuse, dans l'État de New York, risque une amende de 22 000 $ pour mauvaise gestion des patients, notamment d'une patiente décédée qui a ouvert les yeux au moment où les médecins s'apprêtaient à lui prélever ses organes. Voilà, elle a ouvert les yeux. Elle était décédée. 22 000 $, les mecs, ils en ont rien à cirer. Sincèrement, je pense qu'ils en auront rien à secouer. Je vous mets le reste de l'article ici, que vous puissiez observer. Mais je pense que, sincèrement, ils s'en foutent. Quand tu vois ce que ça leur rapporte, c'est des millions de dollars. Donc 22 000 $, c'est des cacahuètes. C'est pas ça qui va les empêcher de t'envoyer au bloc, les yeux ouverts. Littéralement, ils en ont rien à cirer. Ensuite, je vais donner la parole à Nicolas Dupont-Aignan. C'est pas quelque chose que je fais souvent, mais je vais le faire là parce que c'est très intéressant à écouter. Abominable société qui préfère donner la mort que tendre la main, mobilisons-nous pour bloquer la terrifiante loi déjà votée par l'Assemblée nationale et bientôt en débat au Sénat. Oui, elle a été rejetée une fois au Sénat, là elle va rentrer en deuxième lecture, donc si c'est adopté, eh bien l'euthanasie deviendra légale et institutionnalisée en France. Donc faut vraiment se mobiliser pour ça, mais j'ai l'impression, comme je vous l'ai dit, que les gens soit s'en foutent, soit complètement déconnectés, soit ne savent pas, j'en sais rien. Enfin, on va vers cette société complètement folle où l'euthanasie va quand même devenir quelque chose de central dans la médecine. On va vous demander si vous voulez vous faire euthanasie ou pas. Donc c'est quand même costaud. On va écouter Nicolas Dupont-Aignan, ça dure 2 minutes, mais c'est très intéressant. L'histoire de cette jeune femme, Noelia Castillo-Ramos, de 25 ans, qui a été hier euthanasiée en Espagne, a ému toute l'Europe. Elle est le symbole d'une dérive anthropologique de notre société, où l'État est là pour éliminer les plus fragiles contre ceux qui veulent protéger et tendre la main à ceux qui souffrent. Alors, c'est pas tétraplégique parce que
Tétraplégique, c'est les 4 membres. Donc c'est paraplégique, les jambes, le bas du corps. Et je vais vous montrer des vidéos après, on la voit marcher. Péniblement, d'accord? Je pense que c'était très douloureux, très difficile, mais elle marchait. Donc la paralysie du bas du corps, j'y crois moyen quand je vois ces images. Elle n'était pas totale, elle était partielle. Il a été débouté par les tribunaux. Et l'État est venu la tuer. Cette histoire, elle existe au Canada, en Belgique, ou même en Belgique, les assureurs vont dans les EHPAD pour s'assurer que les personnes âgées ne veulent pas se suicider. Cette histoire, elle va se reproduire en France. Si la terrible loi qui a été votée par l'Assemblée nationale, qui est refusée par le Sénat et qui revient en débat au Sénat, est malheureusement votée. Voilà pourquoi il faut méditer ce qui s'est passé en Espagne. Notre société ne peut pas donner la mort alors qu'elle a été fondée sur un principe fondamental. Tu ne tueras point. Et pour les soignants, le serment d'Hippocrate, tu feras tout pour soigner. Il y existe une loi aujourd'hui, la loi Leonetti, qui permet la sédation profonde avec soins palliatifs pour les personnes en toute fin de vie qui souffrent. Il suffirait de l'appliquer avant d'ouvrir la boîte de Pandore et de basculer dans une société de la mort. Et je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il vient de dire. Quand tu as des lois qui te permettent de le faire, bah tu le fais. Tu n'es pas obligé de faire en sorte que toute la population puisse avoir accès à l'euthanasie, sous certaines conditions, on est d'accord, mais quand même, ça fait quand même beaucoup de cas. On avait vu ça dans la vidéo précédente. En France, ça représenterait quasiment 7 à 17 millions de personnes qui seraient potentiellement éligibles à l'euthanasie, donc à la fin de vie assistée. C'est énorme, hein, ça fait beaucoup de personnes. T'imagines, on est bientôt 70 millions. Bon, t'as quand même t'as l'équivalent en fait des jeunes en France. Parce qu'en France, je crois qu'il y a 17 millions de jeunes, si je dis pas de bêtises. Ou c'est 13 millions de jeunes et 17 millions de personnes âgées en retraite, je sais plus. Faut regarder les statistiques pour en être sûr. Mais en gros, ça fait une bonne partie de la population quand même qui est potentiellement éligible à ça. Alors, je suis d'accord avec les personnes en fin de vie qui souffrent énormément, qui sont vraiment en fin de vie, et où là, apporter un soin palliatif et l'accompagner vers la mort, doucement mais sûrement, en l'aidant à mourir, bon, je comprends. Je comprends. S'il n'y a aucun autre choix, s'il n'y a pas de solution à part attendre la mort dans la souffrance, bon, bah, un petit peu de dignité, un petit peu d'humanité, tu aides la personne à partir. Tu vas pas la regarder souffrir comme un con et te dire, bon, bah oui, mais au moins, tu auras vécu 2 jours de plus. Par contre, là, la Noélia, elle n'avait pas 2 jours à vivre. Elle avait toute une vie à vivre. C'est ça la différence. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Dans les commentaires, j'ai vu plein de personnes. Parmi celles et ceux qui m'ont laissé un petit commentaire, certains m'ont dit « Je suis d'accord pour que certaines personnes en fin de vie, vraiment dans la souffrance, soient accompagnées vers la mort. » Mais de là à généraliser cette pratique à tout le monde et à des jeunes de 25 ans, c'est autre chose. Voilà, il y a certaines personnes qui sont d'accord avec ce que vient de dire Nicolas et avec ce que je pense. Mais il ne faut pas étendre cette pratique à tout le monde. Parce qu'encore une fois, la jeune Noélia n'avait pas à être euthanasiée. Ce qu'elle avait besoin, c'était d'un accompagnement psychologique parce qu'elle avait des troubles mentaux, c'est ce que j'ai pu comprendre. Donc, elle n'était pas en possession de tout son esprit, donc c'est facile à manipuler. Et si tu lui dis « suicide-toi, c'est la meilleure voie à suivre pour toi », eh bien, si elle se met ça en tête, c'est fini. Donc, elle a besoin d'un accompagnement, de soins pour l'aider à supporter sa douleur, pour l'aider à récupérer, un accompagnement, tout simplement, et non un accompagnement vers la mort. Alors, c'est sûr que quand tu as les organes tout frais d'une jeune de 25 ans qui attendent d'être transplantés ailleurs, bon, bah, c'est beaucoup plus intéressant pour l'institution de prélever ces organes et de prendre plusieurs millions, hein, évidemment. Aveneur Solal qui partage encore « Au lendemain de l'assassinat de Noélia Castillo pour le dépouillage de ses organes, il y a encore des gens qui nous disent que l'euthanasie, c'est bien au nom de la liberté de choix, alors même qu'on a criminalisé la dissuasion et interdit de changer d'avis. Écœurant, effectivement. Je veux bien que tu as la liberté de choix. C'est ton choix, d'accord? Et c'est ce que je disais dans la vidéo précédente, c'est son choix. On ne peut pas critiquer le fait qu'elle ait voulu se suicider, qu'elle ait voulu mettre fin à sa vie. Malgré le fait qu'elle n'ait pas la totale possession de son esprit, c'était son choix quand même. Et on doit le respecter. Mais si tu as liberté de choix, il faut avoir liberté de choix jusqu'au bout de changer d'avis. Et ce n'est pas le cas. D'accord? Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu as signé, on va faire tout pour t'empêcher de changer d'avis. Et là, c'est très grave. Parce qu'en gros, tu signes ta condamnation à mort, et si tu veux revenir en arrière, tu es condamné. Parce que tout le système va se braquer contre toi pour être sûr et certain que les organes que tu as gentiment cédés aux institutions,
eh bien, soient réellement cédés aux institutions. Voilà, donc, tu deviens littéralement leur prisonnier, jusqu'à ta mort. Et ça, c'est chaud. Et donc, la liberté de choix, mon cul, les amis, il n'y en a pas. Et c'est pas un cas isolé, puisqu'Aldostérone partage « Elle suppliait pour vivre, on l'a euthanasiée » au Canada. Elle est où la liberté de choix si quand tu supplies pour vivre, on te dit tu vas mourir. Tu vas mourir, tu te rappelles, tu as signé un petit papier qui m'autorisait à t'injecter une dose létale d'un produit et potentiellement à récupérer tes organes. Tu t'en rappelles de ça? Il fallait réfléchir avant, parce que maintenant, le choix est verrouillé, on va t'euthanasier. Le Canada assassine des gens. Un rapport de janvier 2026 du Comité d'examen des décès et de l'aide à mourir médicale de l'Ontario a mis en lumière le cas d'une Canadienne octogénaire désignée sous le nom de Madame B, qui a subi une euthanasie malgré son désir de vivre et son retrait de la vie active. Donc voilà, au Canada, si tu veux vivre, t'es quand même euthanasié. C'est de la folie. Voilà, c'est de la folie, j'ai pas d'autres mots. Et ça, c'est au Canada. On va dire, oui, mais c'est au Canada, on s'en fout. Et quand ça sera en France, on fait quoi? On fait quoi quand c'est toi qui es sur le lit d'hôpital et qui attend d'être euthanasié? Ou quand c'est ton fils ou ta fille, ou ta mère, ou ton père, ou ta grand-mère, ou que sais-je? On fait quoi? Ça, c'est la question que je me pose en regardant tout ça. On fait quoi? Une fois que la loi autorise ça, une fois que tu donnes tout pouvoir aux institutions qui sont censées te soigner, on fait quoi? On évite d'aller se soigner par peur, tout simplement, de mourir, comme mon père l'a fait pendant le Covid. Mon père a failli mourir d'une autre maladie pulmonaire, je ne sais plus c'est laquelle, je lui poserai la question et je vous repartagerai ça dans une autre vidéo. Hein. C'est une anecdote autour du Covid que j'ai envie de partager, mais à chaque fois j'y pense pas. Là je vais vous partager sans rentrer dans les détails. Mon père a refusé d'aller à l'hôpital parce qu'il avait peur de finir en Vagrivotril. Parce qu'effectivement, on voyait les vieux qui mouraient bizarrement beaucoup trop. Donc mon père a fait le rapprochement et s'est dit non, je n'y vais pas. Il a failli mourir d'une maladie pulmonaire. Il a quand même été pris en charge, heureusement, au dernier moment, et heureusement par des gens qui n'avaient pas intérêt à le voir mourir, mais il avait peur. Et demain, si on vous propose l'euthanasie à chaque fois que vous allez à l'hôpital parce que vous avez, je sais pas, moi j'en sais rien, une maladie qui est un petit peu compliquée à supporter mentalement et physiquement, je pense qu'il y a des gens qui ne vont plus vouloir aller à l'hôpital. On fait quoi alors? On n'y va plus? Ça fait peur quand même. Ça. Je suis désolé, mais moi, ça. Peut-être qu'on va me dire que j'en fais trop, mais moi, j'ai pas envie de vivre dans cette société. J'ai pas envie que si un jour j'ai des enfants, mes enfants soient potentiellement les victimes de ce système pourri. Voilà. Et quand je dis mes enfants, ce n'est pas que mes enfants, évidemment. Ça peut être n'importe qui. Hein. Dans mon entourage, quelqu'un que je connais, que j'aime, j'ai pas envie de le voir partir, tout simplement, à cause d'enfoirés qui veulent du fric. Tiens, encore un autre cas, il me semble. Myriam Lacaster, âgée de 84 ans, a été admise dans un hôpital de Vancouver avec une fracture du sacrum. Le médecin lui a offert l'aide médicale à mourir. Elle a refusé. Quelques mois plus tard, elle remontait à cheval. Système de santé de Mongol. Oui, on se fout de notre gueule. Hein. Ah, t'as une fracture. Putain, mais c'est une fracture. Une fracture du sacrum. C'est pas une maladie qui engage ton pronostic vital. Mais parce qu'elle avait 84 ans, on lui a proposé l'euthanasie. Heureusement, cette dame a refusé, et heureusement, maintenant, elle remonte à cheval. Bravo, madame. C'est pour ça que je vous dis, c'est dangereux. Vous voyez, les dérives, ça peut aller loin. Hein. Une fracture. C'est une fracture, t'as le droit de mourir, on te pique tes organes. Mais c'est fou. Alors, là, je vous ai dit voler ses organes, mais globalement, je pense que dans son cas, 84 ans, le but, c'était surtout de faire des économies. Parce que, mine de rien, la garder en vie et en bonne santé, ça coûte du fric au système. Alors que là, on peut faire des économies. Donc l'euthanasie lui a été proposée. Par contre, ça aurait été une jeune comme Noélia de 25 ans. Là, ses organes auraient été prélevés. C'est la cible en tout cas, parce que ses organes sont encore frais et normalement en bonne santé. Donc, une transplantation qui a de la valeur. Et peut-être même que les personnes de 84 ans sont... Voilà, peut-être que leurs organes sont intéressants pour le système, j'en sais rien. Mais je pense que c'est plus une question d'économie pour le coup. Écoutez le célèbre streamer argentin Danam définir l'euthanasie appliquée à Noelia Castillo. C'est un combat du bien contre le mal. La bataille culturelle n'existe plus. Cela ne concerne plus les idéologies. Le seul mot qui définit ce que nous venons de voir est diabolique. Je vous avais dit dans la vidéo précédente, pour moi, c'est une société satanique diabolique. Bon bah, je pense que je suis pas le seul à le penser dans le reste du monde. Hein. Puisque là, c'est quand même un streamer argentin. Et je le rejoins tout à fait, c'est diabolique. C'est de la barbarie, hein, c'est de la barbarie déguisée sous le manteau du bon sens, du bien-être, du bien commun, etc.
Cette fille, cette jeune femme n'aurait pas dû mourir. Cette jeune femme n'aurait pas dû mourir. Enfin, ça, c'est mon point de vue. Vous pouvez ne pas partager le même. Mais pour moi, cette jeune femme n'aurait pas dû mourir. C'est diabolique. Alors là, ce que je vais vous partager, c'est quelque chose de très intéressant. Dans le jeu, sur les calamars. Alors, je ne sais pas ce qu'il appelle les calamars. Ah si, c'est peut-être... je ne sais pas si vous avez vu, mais les injections d'ARN messager forment des bouchons au niveau du cœur, des ventricules. Et ça remplit les veines de quelque chose de blanc, un peu spongieux, mou, élastique. Enfin, c'est assez bizarre à décrire. Et quand tu les extrais du cœur, ça ressemble à des calamars. Et ça bouche le cœur et du coup, tu meurs. Voilà, ton cœur n'est plus irrigué, donc tu meurs. Donc c'est peut-être ça, les fameux calamars. Ils nous ont déjà parlé des organes et des parties du corps qui sont prélevés, trafic, etc. L'Espagne est un leader mondial dans ce domaine. Et pendant la pandémie, donc la pandémie Covid-19, elle a battu des records, alors que cela aurait dû être l'inverse. Alors, on va descendre un petit peu plus bas, vous allez voir un tableau qui est très intéressant. Messieurs, mesdames, documents attestant des paiements effectués à des hôpitaux et des professionnels de santé pour la détection d'organes. Détection d'organes qui sont évidemment intéressants pour le marché. Ah, tiens, on a quelqu'un qui est donneur d'organes, avec des organes sains, qui sont compatibles, potentiellement le patient, on peut lui faire accepter l'euthanasie, donc voilà, on a détecté un organe. Il y a un profit en jeu dans les cas d'euthanasie, conflit d'intérêts, marché perçant des organes humains, trafic, rituel. Je suis sûr que les Illuminati les collectionnent comme trophées. Alors je ne sais pas si les Illuminati sont là-dedans, mais ce qui est sûr et certain, c'est que la documentation nous montre globalement, ici, si je descends, voilà, que nous avons des primes aux détections d'organes. Donc selon l'organe que vous allez détecter, alors je ne sais pas si c'est vraiment le terme exact, mais en gros, vous allez trouver un donneur, eh bien vous allez toucher plus ou moins d'argent. Donc ça peut aller de 1740. Alors je sais pas en quelle devise on est. Je sais pas si c'est la LOS. Je pense que c'est en pesetas, c'est ça? Bon, vous avez les chiffres. Je vais les mettre en gros plan, comme ça vous pourrez regarder un petit peu les chiffres. Alors il semblerait que ce soit en euros, puisqu'ici on a une somme en euros, la prime assignée à l'hôpital qui détecte, voilà, donc en gros par donneur d'organes détecté, tu reçois de l'argent, et les tarots sont différents selon certains critères. Mais globalement, il y a un conflit d'intérêts qui est évident, puisqu'on propose de l'argent aux soignants, à ceux qui sont censés vous soigner, contre des informations, contre des donneurs d'organes. Donc, potentiellement, ils ont tout intérêt, s'ils veulent se faire une petite prime, à vous proposer une euthanasie, et à ce que vous l'acceptiez. C'est quand même assez fou. On vit dans ce monde-là où des soignants sont payés pour vous tuer ou vous orienter vers la mort, puisque ce ne sont pas ces gens-là qui vont vous tuer, évidemment, ce seront des euthanasistes, des équipes d'euthanasistes. Ça va être quelque chose dans quelques années en France, je le sens. Ah, tu sens là? Moi, je sens que ça va être la merde. Au lieu de tuer les victimes d'un viol collectif, peut-être faudrait-il prendre les violeurs. Une simple réflexion. C'est vrai, pourquoi pas. C'est vrai que la victime, elle avait rien demandé. Donc pourquoi pas prendre les violeurs? Voilà, c'est une simple réflexion. Je vais réfléchir à ça moi aussi. Voilà, ça c'est des vidéos de Noelia qui circulent où on la voit marcher. Donc on voit qu'elle marche avec un espèce de déambulateur, mais elle marche. On voit ses jambes fonctionner. Et dans l'audio, il me semble que son père l'encourage à marcher pour la faire renoncer à sa décision. Alors là, j'ai pas le son. Enfin, je pourrais le mettre, mais je vais pas le mettre parce que je parle par-dessus. Sinon, ça va me faire des interruptions. Mais globalement, on la voit marcher là. On la voit marcher. Donc, est-ce que ça correspond au profil d'une paraplégique? Je suis pas médecin, je suis pas calé dans ce domaine, mais je pense que la paraplégie, c'est que tu ne peux pas bouger les jambes. On est d'accord ou pas? Normalement, la paraplégie, t'as le bas du corps qui est inactif. Et là, elle tient debout. Elle va monter les escaliers. Donc, on a tué une jeune femme qui pouvait être soignée, surtout qu'aujourd'hui, avec la technologie qui existe, regardez les évolutions sur les prothèses. C'est incroyable. Je veux dire, il y a des exosquelettes complètement dingues qui existent. Pourquoi l'État ne propose pas cet exosquelette à cette jeune femme? Pourquoi? Parce que son corps de jeune femme, ce qu'elle a dans son corps, est beaucoup plus rentable que de dépenser de l'argent pour essayer de la soigner, sachant que c'est l'État quand même qui a conduit à tout ça. Ah, voilà, je vous laisse cette vidéo parce que moi je trouve ça fou que des gens puissent dire oui, c'est normal, elle était paraplégique. C'était pour abréger ses souffrances. Non.
Elle monte des escaliers, hein. C'est pas rien. Elle va même les descendre. Vous voyez comme moi, il n'y a pas d'assistance, à part le médecin, enfin l'aide-soignante qui l'accompagne au cas où, et puis celui qui filme, mais il n'y a pas d'aide. Une béquille et une rambarde. Point. Ça me dégoûte. Savoir que cette fille-là est encore potentiellement dans le coma actuellement, puisque heure et date à laquelle je tourne, il est midi 19, on est le 30 mars 2026. Elle est décédée le 26 mars 2026. Enfin, décédée, entre guillemets, hein, entre grosses guillemets. Elle a été euthanasiée, endormie, mise dans le coma le 26 mars 2026, dans les environs de 18h, 18h30. Une procédure qui a, semble-t-il, duré 15 minutes. Et potentiellement, elle est encore dans le coma, encore maintenue artificiellement en vie, en attente d'être dépouillée de ses derniers organes. C'est glauque. Cette fille n'aurait pas dû être dans un hôpital en train d'attendre d'être dépouillée. Enfin, je me répète, mais... ça pourrait être l'un de vos enfants. Voilà. Ça pourrait être une sœur. Ça pourrait être vous. Ça pourrait être n'importe qui. À partir du moment où tu acceptes ça, ça peut être n'importe qui. Bref, on reparlera sûrement de Noélia dans le futur. Je vous remontrerai des vidéos et des témoignages complètement fous. Par exemple, celui de l'avocat. Donc là, je vais pas le faire parce que la vidéo va être beaucoup trop longue et surtout, bah, il est midi 19, je dois vraiment y aller. Donc, j'ai pas le choix, faut que j'arrête cette vidéo. Mais je referai une autre vidéo là-dessus, c'est quasiment sûr. Parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à dénoncer. N'hésitez pas à me partager vos retours d'expérience dans les commentaires. Vous êtes nombreux à l'avoir fait. D'accord ? Et ça, je vous en remercie vraiment du fond du cœur. Vous êtes nombreux à travailler dans le milieu hospitalier, à avoir vu des choses et à avoir eu le courage de témoigner dans mon espace des commentaires. Et sincèrement, c'est super. Parce que ça me permet d'y voir un peu plus clair sur ce qui se passe. Alors après, je peux pas... Parce que c'est une vidéo que je compte faire, c'est-à-dire prendre vos commentaires, les témoignages, et les mettre en avant, histoire que tout le monde puisse voir un petit peu ce qui se passe. Après, moi, à titre personnel, je peux pas garantir l'authenticité de tous les commentaires. Mais je fais confiance à ceux qui commentent, qui prennent le temps et la peine de commenter pour me donner une vision de leur vécu. Et puis, bah, j'essaierai de relayer tout ça afin que tout le monde puisse savoir la vérité, savoir comment ça se passe. Parce que moi, j'ai aussi des échos de mon côté. Je sais un petit peu comment ça se passe. Et le fait de voir des commentaires qui appuient ce que j'ai déjà entendu, ça me fait penser qu'on n'est vraiment pas dans le faux et qu'au contraire, on est loin de la vérité encore. Bref, sur ce, un petit commentaire, un petit partage, un petit abonnement si c'est pas fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à bientôt.